prennent ce serpent dans la bouche est une façon de maîtriser la peur, de maîtriser la terreur, et va leur apporter toutes sortes voilà, d'éléments positifs, des cultures et naturellement la pluie, puisque c'est un lieu très, très désertique. Donc il revient de ce voyage, et là c'est un des premiers éléments que vous voyez qui fait partie du film. Il revient avec ses premiers carnets. Donc, comme il est collectionneur, c'est aussi quelqu'un qui ne cesse d'écrire et qui collige l'ensemble de ses pensées dans toutes sortes de carnets. Ce carnet, celui-là, est assez extraordinaire puisqu'il fait 2 centimètres. Donc, c'est un tout petit carnet, mais qui contient des tonnes et des tonnes de notes. Donc, voilà, qui est une espèce de premier exemple de ce que vous allez voir là maintenant, qui est un autre carnet très très important et qui est pour moi l'amorce du film, qui est que pendant la Première Guerre mondiale, Aviv Arbo, qui est donc trop âgé pour aller au front, euh, se retrouve dans sa bibliothèque, enfin dans le grand bâtiment à Hambourg, et commence à colliger toutes sortes de notes dans des carnets qu'il va rédiger tout au long de la guerre, et qui sont comme une espèce d'extraordinaire, non pas simplement récit de sa propre vision de la guerre, mais une façon pour lui d'exorciser, entre guillemets, la violence du conflit qu'il vit de l'intérieur et dans une espèce de front lointain, hein, et aussi un conflit qu'il ne vit que par transmission, c'est-à-dire le peu d'éléments qu'il a, les journaux, les photographies, euh, voilà, toutes les sources d'informations qui sont les seuls éléments auxquels il a affaire pour comprendre la guerre. Et il constitue aussi dans cette immense bibliothèque, et ça c'est aussi un des éléments du film, euh, des registres absolument immenses constitués dans des boîtes, et dans chacune des boîtes, il met en place toutes sortes de noms, de noms de références, qui vont l'aider à classer la guerre. C'est comme une espèce d'entreprise folle de compréhension et surtout de démystification des termes employés par les autres, par les ennemis, et notamment la question de la propagande, il va tenter voilà, de débusquer, dépister, classer, classifier, comprendre pendant tout le temps de la guerre ce qu'il se passe sur le front et autour de lui, à l'aide de ces collections de mots, de boîtes qui contiennent parfois vous allez voir dans le film, des extraits de journaux ou bien des cartes postales, enfin toutes sortes de choses qu'il a sous la main. Et donc ça, c'est une des premières choses en fait, qui m'ont fait faire ce film, c'est cette extraordinaire, euh, j'ai envie de dire, folie d'analyse, qui est aussi folle que la guerre elle-même, qu'il a pu faire, et surtout le fait que, en fait, de ces boîtes, sur 4 années, qui ont dû être très nombreuses, il n'en reste que 3. Ces 3 boîtes, c'est donc la numéro 115, 117 et 118, sont conservées à Londres, au Warburg Institute, parce qu'en 1933, la bibliothèque a dû être déménagée face à l'invasion nazie. Et il y a eu un accident, un des bateaux a coulé, et donc dans ce naufrage, beaucoup de choses ont disparu, et on n'a pu sauver que ces 3 boîtes. Et j'ai trouvé que c'était une image assez extraordinaire comme ça, de la question de l'histoire. C'était presque une métaphore de l'histoire, de cette volonté de tout rassembler dont il ne reste finalement plus que trois boîtes. Voilà, en fait, donc c'est un peu mon départ, le départ du film. Je vais peut-être vous montrer, non, je vais vous lire tout sur le PDF, et puis après peut-être on voit les films les uns après les autres, parce que j'ai un peu peur pour la technique. Euh, non, 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 je vais essayer de vous montrer un petit extrait de film où on voit ces boîtes à l'usage. Euh, donc, comme vous allez comprendre, le film mêle euh, images faites à la bibliothèque de Warburg à Londres, donc où sont rassemblés l'ensemble des documents et les restes de sa bibliothèque,
des choses mises en scène. Et puis, alors là, je suis un petit peu désolée, mais si vous regardez le lien que je vous ai fourni avec le film sur Arte, il sera en français. Mais moi, je n'ai à la maison qu'une version en anglais. Donc, c'est de l'anglais sous-titré. Donc, c'est un petit peu plus désagréable. Enfin, voilà, un peu différent. Mais voilà, j'espère que ça ira. Donc, vous allez me dire si, vous si vous le voyez. Dans ces fameuses boîtes, par exemple, ces cartes postales de propagande allemande, ou bien où, voilà, où sont décrits comme des singes les ennemis, etc. Donc Warburg fabrique comme ça des thématiques. Je crois que celle qu'il consulte dans là, cet extrait, ça doit être guerre et culture. Euh, donc il y a comme ça toutes sortes de thématiques. Et alors, une chose aussi là, c'est du point de vue de la réalisation que je parle. Lorsque j'ai donc découvert l'ensemble de ces documents, il y avait plusieurs très gros obstacles qui étaient d'une part que ces carnets de Warburg sont relativement illisibles. C'est-à-dire que non seulement c'est en allemand, mais Warburg écrivait très mal. Et, et, je ne suis pas la seule, mais très peu de gens sont arrivés en fait à décrypter ce qu'il a écrit, ce qui fait qu'une chose qui semblait être entre guillemets une espèce de source d'un récit personnel n'a pas pu l'être. Ça a été une des premières découvertes. Et d'autre part, une chose qui s'est avérée pour moi bien plus difficile que je l'imaginais était que finalement, pour comprendre ce que Warburg va vivre pendant ces 4 ans de guerre, reclus donc dans sa bibliothèque, me demandait de comprendre la guerre du point de vue des Allemands. Et ça n'est pas très évident puisque mon bagage historique n'était pas le bon. Et notamment, par exemple, d'imaginer, on sait très bien qu'en 14, de tous les côtés, c'est-à-dire du côté allemand comme français, les gens sont partis voilà, en héros de guerre, patriotes, etc. Enfin, il y avait une espèce d'allant des deux côtés, et aussi vraiment du côté allemand. Et au bout de 3 mois, donc je ne sais plus combien de très jeunes Allemands sont morts, donc le moral du pays a commencé à chuter. Mais Warburg était lui aussi très très patriote et très pro, voilà, pour son pays. Et donc c'était très intéressant de comprendre comment, à l'intérieur de sa tentative de, de, de démasquer la propagande, lui-même était peut-être aussi l'objet d'une propagande, et surtout quels étaient pour lui les moments importants de victoire, donc de défaite de notre côté, et comme ça d'emballement, et puis de dépression due à, voilà, à la compréhension de la défaite à venir. Toutes ces vagues qu'il suivait de manière intime, puisque ça jouait sur son humeur, il a fallu que je l'ai reconstitué. Donc un élément pour comprendre tout ça a été les archives et les archives cinématographiques que j'ai réussi à trouver dans toutes sortes de bibliothèques allemandes. Et ça a été une source absolument extraordinaire que l'on trouve vraiment de manière très très dense à l'intérieur du film. Donc les 3 quarts des archives contenues dans ce film sont des archives du point de vue de Warburg, donc du point de vue allemand, et donc sont relativement inattendues et voilà, nous montrent les choses sous un jour auquel on ne s'attend pas. Et d'autre part, dans le second extrait que je vais vous présenter, j'ai là eu, dans mes recherches cinématographiques, à un moment donné, on a cherché à filmer les mémoriaux dans la Somme, des cimetières allemands, des choses comme ça, et on est tombé par hasard sur des photographies assez bon, qui n'avaient jamais été publiées, voilà, que j'ai entre guillemets un peu mis en scène, et vous allez voir comment les choses se mêlent, s'entremêlent avec le son, l'image, etc., pour commencer à créer dans le film ce qui va se passer
effectivement à l'intérieur de l'esprit de Warburg, parce que tout l'esprit de ce film, c'est de comprendre comment ce grand intellectuel, donc ce grand collectionneur, fait sa guerre comme ça, reclus dans sa bibliothèque, et surtout, lentement, se fait gagner par la déprime, et puis on va le comprendre, par la folie. Et voilà, cette façon dont les images se mêlent, c'est dans le film une façon aussi comme ça de nous amener à quelque chose d'une perception aussi qui serait un peu mentale. Voilà, donc je vous invite à voir. Oui, en 1918, donc à la déclaration de l'armistice, euh, Warburg fait une crise de folie, en fait. Il est pris d'une peur panique et il a l'impression que voilà, il va être attaqué. Enfin, c'est une crise complètement paranoïaque et il sort son pistolet il veut tuer sa femme et ses enfants. Voilà, donc on l'arrête, etc. Et on le transfère dans une clinique privée en Suisse, qui est la clinique de Kreuzlingen, où il va rester jusqu'en 1926, donc longtemps, et dans un état voilà, complètement à la fois hébété, sonné, et surtout avec toutes sortes de visions. Et ça, c'était un des éléments aussi qui m'a fait travailler sur Abby Warburg, parce que cet épisode a pendant très longtemps été caché des études scientifiques sur son travail. D'une part parce que la famille refusait qu'on ait accès à ses archives et parce que ça ternissait son image, bien entendu, et puis parce que les chercheurs en histoire de l'art ne trouvaient pas dans ses écrits, voilà, il avait perdu la raison. Euh, et il s'avère en fait, Warburg a continué à écrire, mais de manière complètement folle, parce qu'on lui interdisait d'écrire donc sur des bouts de papier, des espèces de dessins, des lignes un peu folles, etc. Et on a pu quand même recueillir le journal de son docteur, Binswanger, qui est d'ailleurs un psychiatre très connu, un ami de Freud. Et, et donc, mon hypothèse, j'en ai parlé avec pas mal de scientifiques, était que Warburg avait en fait un syndrome post-traumatique, mais à sa manière, c'est-à-dire non pas sur le front réel, mais un symptôme post-traumatique de l'arrière-front. Et en ça, c'est une figure extraordinaire à étudier. Et dans le troisième extrait, là, que je vous invite à regarder, il y a une espèce voilà, de passage où on a des fragments de son journal et vous allez voir l'étendue de sa folie. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'étendue de sa folie euh, fait appel à des images qui sont des images réelles de la violence de la guerre, qui ne sont pas juste imaginaires et qui semble avoir imprimé et que cette impression si folle, si forte, ressort comme ça, comme une vérité, sa nouvelle vérité, d'une part, et d'autre part, alors là, ce n'est pas dans l'extrait que je vous montre, mais si vous regardez le film plus tard, je vous invite à voir, j'ai trouvé des archives assez incroyables euh, qui, entre guillemets, évoquent déjà des choses qu'on va vivre dans la Seconde Guerre mondiale sur la fabrication par exemple, de nitroglycérine avec des os, etc. Enfin, des choses assez incroyables et dont Warburg parle dans ses notes. Donc, il a aussi quelque chose d'un peu prémonitoire dans sa folie. Voilà, donc peut-être vous pouvez voir le nouvel extrait et puis voilà, après je finirai un petit peu en regarder. Voilà, donc euh, pour terminer un petit peu dans, dans ce voyage, comme vous pouvez le voir, en fait, le film ne cherche pas à deux aspects classiques du travail sur le film de guerre, c'est-à-dire de prendre les images d'archives et puis de faire un récit en voix off derrière. Ça n'est absolument pas l'intention, ni non plus de faire des reconstitutions entre guillemets réalistes. L'ensemble des éléments en fait sont juxtaposés comme le seraient des tableaux mobiles ou statiques. Et l'élément supplémentaire est l'élément sonore qui est constitué de fragments aussi, d'extraits de choses comme ça qui nourrissent l'imaginaire sonore de l'époque, plus un imaginaire intérieur de Warburg qui revient et qui constitue comme une espèce de trame qui évolue le long du film. Donc
ce travail un peu, j'ai envie de dire, kaléidoscopique, c'est vraiment le fruit d'une réflexion d'artiste sur la façon dont les images sont perçues et doivent s'agencer, et, et surtout la façon dont un spectateur euh, les mains, pardon, a les cartes en main ou les images en main pour fabriquer aussi les éléments de son propre imaginaire, c'est-à-dire conserver cette double distance, cette distance naturelle du temps que nous avons avec cette histoire et cette distance aussi que nous avons avec l'imaginaire. Donc voilà, c'est un petit peu la façon dont ce film est construit. Et puis bon, pour finir, il y a un autre élément, mais là que j'aborde pas, qui est très long, qui est que il a fallu donc à la fois comprendre l'histoire du côté allemand, mais aussi je me suis attelée, parce que c'est un peu la fin de l'histoire de Warburg, à l'histoire des Native Americans, c'est-à-dire voilà, des Indiens d'Amérique pendant la Première Guerre mondiale, puisque donc, comme je l'ai dit au début de la conférence, Aby Warburg était allé aux États-Unis rencontrer les Hopis, voilà, où il a fait toutes sortes de photos à la recherche de ce fameux rituel du serpent. Et en fait, il est sorti de sa folie de manière un peu miraculeuse, c'est assez extraordinaire, euh, en faisant une conférence sur le rituel du serpent, sur les Indiens Hopis. Et c'est donc par ce geste, à la fois scientifique, mais par l'évocation de ce moment qu'il a vécu, que petit à petit, on a estimé qu'il avait voilà, récupéré sa capacité de penser, sa raison, et qu'il est sorti et a vécu quelques années et a voilà, fabriqué une de ses œuvres majeures qui est le Mnemosyne. Donc il est revenu à la raison après avoir fait cette conférence sur le rituel du serpent. Et c'est pour ça que dans le film, vous verrez, si vous voyez, inventé comme une espèce de rencontre potentielle entre ce Hopi qui serait venu sur le front, parce qu'il y a eu voilà, et puis Aby Warburg, une rencontre purement intellectuelle, mais qui est très intéressante, puisque les Indiens, en fait, comme les soldats américains, en 17 ont débarqué et se sont retrouvés dans la Somme, et de nombreux sont restés sous terre. C'est assez extraordinaire et vous verrez dans le film, il y a des choses qui sont gravées, qui sont restées plusieurs semaines et parfois plusieurs mois sous terre, avec le front au-dessus, en attendant de pouvoir sortir ou pour se cacher. Enfin, il y a eu toutes sortes d'histoires et ils ont gravé des choses sur les murs. Voilà, donc il y a une espèce d'analogie entre cette cave intérieure et la cave de la pensée d'Avier Warburg et puis ces, ces grottes d'Indiens voilà, du front. Voilà, donc je vais terminer ça. Je vais vous montrer juste une toute petite image qui est. Enfin, je vais essayer de basculer sur le. euh, c'est pas très efficace tout ça. Je ne sais pas si vous voyez. Pas encore. Non, parce que là je vous vois, mais je vois pas le. Bon bah tant pis. Je vais peut-être je vous Oh, envoie. ça prend peut-être un petit peu de temps pour. On me pose une question, c'est comment est-ce que vous avez découvert Aby Warburg et ses archives? Comment j'ai découvert les archives d'Aby Warburg? Oui, et puis cet historien de l'art aussi, comment vous en êtes arrivé à le découvrir? Moi, je le connaissais depuis très longtemps en tant qu'historien d'art sur les écrits florentins que j'ai lus jeune. Donc, je connaissais uniquement de son histoire, j'ai envie de dire l'aspect officiel, en fait, les livres qui ont été traduits en France au début, dans les années 80-90, voilà, sur toutes ces recherches sur la Renaissance. Et je crois que ce sont deux choses différentes. Il y a eu ce livre qui est sorti, une première édition italienne, avec justement ces fragments de texte écrits par Binswanger, son médecin, quand il était interné à Kreuzlingen. Et là, je me suis dit, tiens, il y a tout un pan d'Aby Warburg que je ne connais pas, etc. Puis j'ai remonté petit à petit de Kreuzlingen à la guerre, et je me suis dit, mais mince, il y a un lien, et lien qui n'est jamais fait nulle part, en fait.
Et puis, le troisième élément, c'est que c'est une visite à Londres et un de mes amis a été étudiant quelque temps au Warburg Institute et m'a parlé des trois boîtes. Et voilà, c'est l'assemblage de tout ça qui a fait que je me suis dit, mais il y a quelque chose d'assez passionnant à comprendre, à retracer avec ces archives que lui a collectionnées, enfin ce qu'il en reste, des archives de guerre, cette espèce de guerre d'arrière-front d'un intellectuel. Et puis, ben voilà, le fait qu'il en souffre tellement, qu'il se retrouve comme ça interné, que dans l'histoire, on ne fasse pas le lien aussi. Ça faisait partie des choses que j'avais étudiées sur les aspects post-traumatiques de la guerre. On connaît un peu l'histoire des gueules cassées, ces choses-là, mais c'est sur le front. Et j'avais jamais imaginé les choses en arrière, voilà, de l'autre côté, et surtout de la part d'un esprit comme le sien. Oui, sur le chat, on pose aussi des questions pour savoir si vous avez expérimenté des ateliers avec des élèves, des lycéens ou des collégiens sur le montage d'images, la sélection d'images et il y a aussi une question sur comment vous avez réussi à lire les carnets sauvés. Et est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des passages qui ne sont pas lus? Et il me semble que c'est le cas des chiffres. Alors, bon, pour reprendre dans l'ordre, non, j'ai jamais fait de montage avec des lycéens, mais bon, c'est vrai que ça serait intéressant de travailler avec eux la question de l'archive, pas forcément l'archive lointaine, hein, même l'archive contemporaine, quand on regarde des images des années 80, 90, qu'on les regarde de nos jours, elles semblent déjà complètement hors du temps. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi, dans tous mes projets, maintenant, il y a toujours une relation comme ça avec cette historicité de l'image mouvement, hein. C'est ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, les carnets, bah, je me suis attelée aux carnets, mais c'était une véritable gageure. Donc, j'ai rencontré quand j'étais à Londres un Allemand qui passait ses journées à essayer de décrypter. Alors, il a décrypté des lettres et je sais qu'il s'attelle maintenant à essayer de lire les carnets. Mais ce qui est assez fantastique, c'est que, en fait, très peu de personnes ont lu les carnets, mais que dans tous les livres sur Warburg, on cite toujours les mêmes extraits de carnets qui sont les seuls qui ont été décryptés. Et ça, c'est une des découvertes du film, c'est de m'apercevoir qu'en fait, personne n'avait lu ces carnets, mais que tout le monde écrivait des romans et tout le monde interprétait des milliards de choses, mais qu'en fait, personne n'avait jamais réussi à les décoder. Merci Natacha, enfin, merci vraiment beaucoup parce que pour moi c'était aussi une découverte et je trouve que enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à exploiter, tant sur la variété enfin, des éléments historiques qui constituent la mémoire individuelle, la mémoire collective. Effectivement, ce va-et-vient entre hier et aujourd'hui au niveau des conflits, et puis c'est vrai, cette surprenante hypothèse, mais qui est tout à fait plausible, effectivement, enfin, des enfin, traumatismes à l'arrière, qu'on évoque, pour ma part, rarement avec les élèves, c'est vrai, en tant que classiquement dans les gueules cassées, bon, les traumatismes, l'obusite qu'on peut voir voilà, sur le front. Et c'est vrai aussi que le front, c'est aussi sous terre, parce que vous disiez au niveau des grottes, là aussi, il y a des choses vraiment très intéressantes à exploiter pour les élèves. Donc, merci infiniment, parce que votre film est vraiment, enfin, c'est plus qu'un film, mais il y a vraiment beaucoup de choses à exploiter pour les élèves et qui sont abordables. Oui, alors alors le truc, le film pardon, le film est édité en DVD. Si ça vous intéresse, je vais l'écrire. C'est le DVD, ça s'appelle Après édition. Vous pouvez le, le commander, ou bien je crois même qu'on peut sur leur site. Je sais pas si on peut pas acheter sur le site ou il est en VOD. Enfin, il y a quelque chose. Ils m'ont écrit. Voilà, mais en tout cas, le DVD a pas mal circulé dans les bibliothèques, les médiathèques. Et c'est vrai que pour vous, c'est une source assez importante d'archives. Il y a des images euh,
vers les 2 tiers du film, notamment là sur les histoires de gaz et tout, qui sont vraiment des choses qu'on n'a jamais vues. Voilà. Donc ça peut être intéressant, j'imagine, pour des étudiants, enfin, et puis pour vous. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, là, ce sont surtout des remerciements. Très bien, bah, je vous remercie alors. Bah, merci encore. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Technologique. La source, c'est tiré du roman de Roland Dorgelès, qui a fait la Première Guerre mondiale, qui est un combattant, et son roman est sorti en 1919. L'auteur du film, alors c'est toujours un petit peu compliqué de parler des auteurs des films, parce que est-ce que c'est le réalisateur, est-ce que c'est le scénariste? Il se trouve que, en l'occurrence, dans ce film-là, Raymond Bernard est à la fois réalisateur et scénariste, donc il nous facilite un petit peu les choses. Et c'est un homme qui a fondé en 1924 la Société des grands films historiques, donc c'est quelque chose qui vraiment l'intéresse. Ce film sort en 1932, donc c'est la date. Et le contexte historique est aussi intéressant parce que 32, ça peut paraître loin par rapport à la Première Guerre mondiale, mais c'est l'année de l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont. Et on comprend par ce fait-là que la société française, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, a quand même vécu avec l'inauguration du soldat inconnu, avec les discussions autour de l'ossuaire de Douaumont, a quand même continué à vivre dans la guerre. Les destinataires, ce sont les Français, parce que ils vivent avec la Première Guerre mondiale, ils côtoient des soldats qui ont été blessés physiquement ou psychologiquement, mais les Français ne savent pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y a très très peu d'images, il y a quelques photos, mais il n'y a pas de film parce que la censure militaire l'empêchait, et puis que techniquement c'était compliqué d'installer une caméra sur un trépied pour filmer la guerre. Et donc les Français n'ont pas d'images. Ce document est fiable parce que, comme vous l'avez vu à la fin de la bande-annonce, il a été tourné en Champagne. Des acteurs du film ont été combattants pendant la guerre. Pierre Blanchard, Emos, Gabriot ont été combattants. Les figurants sont d'anciens soldats. Et à la sortie du film, la presse et les anciens combattants, saluent unanimement le travail qui a été fait. Et l'intérêt de ce film, c'est donc que c'est un film mémoriel, comme le rappelle la flamme au tout début de la bande-annonce qui rappelle la flamme du soldat inconnu. Donc si on reprend ces critères de présentation traditionnelle d'un document, on peut travailler effectivement sur les films de guerre en tant que document pour parler de la guerre aux élèves. Mais les films de fiction sont aussi des documents sources particuliers dans la mesure où, en plus d'un texte, d'une caricature ou d'un graphique, il y a des images animées et il y a du son. Et c'est sur ces deux aspects-là originaux pour cette source film de guerre que je vais appuyer mon plan. Donc la première partie concernera le son. La deuxième partie, l'image, et puis la troisième partie, les évolutions techniques et les apports que cela provoque pour les films de guerre en tant que source historique. Et donc, si l'on reprend ce film, les Croix de bois, la grande originalité, c'est le son. Raymond Bernard a voulu restituer le son d'une guerre. Quel est le bruit de la guerre? C'est vraiment ça qu'il avait en tête quand il fait ce film. Il faut rappeler que 1932, ce sont les débuts du cinéma sonore, voire parlant. Le chanteur de jazz, c'est 1927. Donc on est sur une technologie tout à fait nouvelle. Et Raymond Bernard va installer sur les champs de bataille de Champagne des centaines de micros pour enregistrer le vrai bruit des canons, le vrai bruit des mitrailleuses, parce que l'armée française de 1931
a mis à disposition de Raymond Bernard pour tourner ce film les armes. Et donc, c'est vraiment le vrai bruit. Et pour la première fois, donc, les Français entendent le bruit de la Première Guerre mondiale, ce qui produit un résultat sidérant puisque à l'époque, il n'y avait pas du tout de bande sonore. Et cette bande sonore du film Les Croix de Bois va être utilisée, extraite en fait du film, pendant de nombreuses années pour sonoriser les actualités et les images muettes de la Grande Guerre. Donc, ce film a une particularité tout à fait importante qui est le son, hein, qui est attaché. Alors, un autre réalisateur donne à entendre une autre guerre. Donc, ce réalisateur, c'est Oliver Stone. Le film, c'est Platoon. Donc, je le soumets au même questionnement habituel. Donc, c'est un film de guerre qui évoque la guerre du Vietnam. Ça va concerner les classes de troisième, de terminale générale, où c'est un point de passage des terminales générales, et puis les terminales technologiques. La source, c'est l'expérience personnelle du réalisateur, puisque Oliver Stone, qui a écrit et réalisé ce film, c'est un engagé volontaire de la guerre du Vietnam, et donc c'est un film d'auteur qu'il nous propose. Ce film est tourné en 1987, c'est la même année que Full Metal Jacket. Euh, la volonté d'Oliver Stone et donc le contexte historique, c'est marqué la fin de l'innocence américaine, c'est vraiment ça le centre du film, à une époque où Reagan est président des États-Unis et où, avec son slogan America is back, il a relancé la présence des États-Unis dans la guerre froide. Les destinataires, ce sont les Américains. Ce soldat qu'on va suivre avec une caméra subjective à hauteur des yeux du soldat, c'est Oliver Stone lui-même. Il a été blessé de la même façon que vous allez voir dans l'extrait que je vous propose. Et l'intérêt, c'est qu'on a le point de vue d'un soldat et de sa section, platoon, sa section. On voit jamais l'état-major, on ne s'intéresse pas à l'ennemi, c'est vraiment quelques hommes au cœur de la guerre. Donc je vous propose de regarder ce film, d'écouter surtout la bande son, enfin cet extrait, d'écouter la bande son et puis je reviens vers vous tout de suite après. Tout le monde croit que les douleurs articulaires sont inévitables à partir de 50 ans. Mais c'est complètement avec les moustiques, avec le bruissement des feuilles, avec les cris des animaux. Et puis, peu à peu, on a un son strident de violon qui va prendre de plus en plus d'importance pour nous prévenir que le danger arrive. Ce son se superpose au battement du cœur, au battement de cœur, pardon, du soldat, ce qui fait qu'on s'associe, on s'identifie à ce soldat. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite pause dans les battements du cœur et le son devient un petit peu moins strident parce que, comme l'explique Oliver Stone, quand il a participé à cette embuscade, il a d'abord cru que l'ennemi était un soldat américain. Il n'a pas reconnu tout de suite un Vietnamien. Et dès qu'il reconnaît le Vietnamien, à nouveau, le son strident augmente. À nouveau, les battements de cœur se font entendre. Ensuite, on a les bruits de la guerre avec les tirs. On a les cris des soldats. On sent qu'il y a de l'affolement. Hein. On a les cris des soldats américains. Et puis ensuite, on a les cris des blessés, les soldats qui réagissent puisque la patrouille s'était endormie, en fait les guetteurs s'étaient endormis. Oliver Stone explique qu'effectivement ils s'étaient endormis. La voix apaisante du soldat qui rassure le soldat qui symbolise Oliver Stone, qui effectivement a été blessé au cou. Et puis ensuite, le bruit de la jungle qui reprend le dessus et le son totalement traditionnel, très identifiable des hélicoptères qu'on associe assez immédiatement à la guerre du Vietnam. Donc, ces deux extraits sur le son pour vous montrer que le son est un élément constitutif de la source. Ça n'est pas un détail, c'est une des originalités
du film comme source historique. Le son en fait partie. Ensuite, on va passer à l'image, qui est une autre spécificité du film, évidemment, l'image animée. Alors, l'image donne des indications supplémentaires, les intentions de l'auteur, mais il faut un petit peu initier les élèves, donc leur montrer de quelle manière il faut regarder les images. Alors, on va prendre comme exemple Guerre et paix, le film de Bondarchuk. Alors, La nature, c'est un film de guerre, les guerres napoléoniennes, là précisément c'est Austerlitz. Ça concerne les quatrièmes, les premières générales et technologiques, et puis aussi les terminales qui font spécialité géopolitique, parce qu'il y a le thème guerre et paix. La source, évidemment, c'est le roman de Tolstoï. L'auteur, c'est Sergueï Bondarchuk, mais en fait, c'est le gouvernement soviétique, parce que Sergueï Bondarchuk, il a été choisi par le ministère de la Culture. C'est un film qui date de 1967. C'est un film qui est fait en réaction à un autre Guerre et paix que vous connaissez peut-être, qui est celui de King Vidor en 1956, qui a été correctement reçu aux États-Unis, mais qui a connu une ferveur incroyable en URSS. Les Russes étaient particulièrement fiers de voir le roman de Tolstoï au cinéma, et ça a profondément vexé l'URSS, on est en période de guerre froide, qui estime que c'est elle qui doit faire le film sur le roman de Tolstoï et pas les Américains. Donc, le pouvoir soviétique va avoir la main mise sur les finances, sur la distribution. Évidemment, le destinataire, c'est la population soviétique, hein. C'est un film patriotique, c'est un film de guerre froide, et c'est un document fiable, non seulement parce qu'il y a beaucoup de conseillers historiques, parce que les musées, énormément de musées sont intervenus pour participer, pour que le film soit le plus véridique possible. Et puis, les figurants, puisqu'on n'est pas encore à l'ère du numérique, donc les figurants sont des êtres vivants et sont des soldats soviétiques. Alors, ce film, je vais vous demander de le regarder, mais de baisser le son, parce qu'en fait, je vais parler sur le film pour vous expliquer la diversité des choses à voir, parce que c'est vraiment un film, enfin, l'extrait que je vous montre est particulièrement riche. Donc, pouvoir entendre ce que je vous explique, parce que à cause du temps limité, je peux pas vous laisser voir le film et parler après, il faut que je parle dessus. Voilà. Donc, si j'arrivais à le lancer moi, ça serait formidable. Alors, la première originalité de Bondarchuk, c'est la profondeur du cadre, du champ, qui lui permet de montrer la complexité des guerres napoléoniennes avec les différents types d'armées. Donc ici, vous avez évidemment l'infanterie. En arrière-plan, on voit la cavalerie. Et puis, on va voir l'artillerie assez rapidement. On voit des armées, des bataillons qui vont un peu dans tous les sens, mais néanmoins, ils y vont de manière ordonnée. Donc, on voit qu'il y a différents heures entre soldats qui constituent tous la bataille. Donc, il n'y a pas un contact unique, mais beaucoup de contacts. On voit aussi que ces caméras, les caméras de Bondarchuk sont très mobiles, puisqu'il les a installées à la fois sur des bras articulés qui vont permettre de faire varier la hauteur de présentation de l'image. On voit qu'il utilise donc des travelling, hein, donc ce déplacement de la caméra, là c'est un travelling un peu circulaire qui permet de voir tout le champ de bataille finalement, un petit peu comme si on était à la place de l'état-major de Napoléon, et qu'on voit comment se déroule le champ de bataille, avec différents moments qui sont présentés. Je ne sais pas si vous avez laissé un tout petit peu de musique, elle est grandiloquente, elle apporte pas énormément de choses, la musique ici. Et là, on va commencer à arriver vers vraiment ce qui est intéressant. Donc, on a cette fumée des obus, des canons. On voit les décors, enfin, c'est tourné évidemment en plein air. Les champs de bataille ont été reconstitués.
On a à la fois le point de vue des soldats que vous voyez ici, et puis on a des visions plus reculées. Ici, on va avoir un effet tout à fait saisissant, donc un chant contre chant, mais on a l'impression que ce sont les spectateurs qui étranglent au fur et à mesure. Donc la charge de la cavalerie qui se dégage. Donc on voit des tactiques aussi qui sont présentées. Des chevaux ont été sacrifiés, hein. Je ne sais pas si on était déjà à l'époque où la SPA surveillait, enfin l'équivalent de la SPA surveillait le traitement des animaux, mais là on sait que les chevaux n'ont pas été bien traités dans ce film. Et Bondarchuk a aussi utilisé des caméras sur avion. Donc il a utilisé des vues aériennes pour montrer, alors là on n'est plus à la place de l'état-major, on est à la place de Dieu pour voir l'étendue de la bataille. On a toujours ce travelling qui permet de traverser le champ de bataille, de voir les différents types d'engagements qui sont vraiment très nombreux. Bondarchuk a mis une caméra sur un câble et donc la caméra dévale le champ de bataille et survole le champ de bataille de plus en plus rapidement pour nous faire pénétrer, même traverser des feux et nous faire pénétrer au cœur de tout ça. Là, on a une liaison magnifique, un homme qui se recule et puis la cavalerie qui avance. Et là, vous allez voir un travelling qui va vous montrer encore tous les aspects de la guerre, donc indiquer aux élèves que la caméra est sur des rails et que la caméra se déplace latéralement avec des heurts qui sont un petit peu illogiques. Là, on est théoriquement au creux alors qu'on était à hauteur de la caméra à l'instant. Des engagements un peu individuels et puis des charges collectives. Ici, alors si vous avez coupé le son, je vous le dis parce que vous ne pouvez pas le savoir, mais ici on a un silence. On arrive sur cette cabane abandonnée, comme si la bataille était finie, et puis le feu, et à nouveau la bataille reprend. Donc ici c'est la bataille d'Austerlitz, donc voilà la fin de la bataille avec évidemment les pertes humaines qui sont considérables et qui jonchent le champ de bataille, avec la caméra qui, on le voit, s'adapte à la hauteur, hein. On voyait d'un peu en haut et puis ensuite on se met à hauteur d'hommes, à hauteur de soldats. Là, une liaison encore magnifique. Le soldat regarde le ciel et le ciel regarde le soldat avec un mouvement circulaire de la cavalerie qui me fait penser à la pupille et cette sorte de vision de Dieu sur le champ de bataille qui évidemment est faite à partir d'un avion et qui montre la force du tournage, hein. Ce tournage a duré 5 ans pour réaliser ce film, donc en 4 parties. Chaque partie dure 2 heures. Là, c'est la fin de la première partie. Et donc, ce film qui est un monument, Guerre et paix, qui dure 8 heures 8 heures en tout. Voilà. Un autre traitement de l'image, c'est un film qui permet de voir l'intérêt, de montrer aux élèves l'intérêt d'un ralenti ou même d'un arrêt sur image. Alors ce film, c'est Croix de fer, c'est un film de Sam Peckinpah qui date de 1977. Donc c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale qui concerne les troisièmes, les terminales générales et technologiques. La source, c'est un roman, La peau des hommes, c'est un roman allemand qui a été écrit par Willy Heinrich en 1956. Willy Heinrich, c'est un combattant sur le front russe. L'auteur, c'est Sam Peckinpah, le réalisateur, qui a participé à la Seconde Guerre mondiale. Il était dans le corps des Marines et il a filmé sur le front du Pacifique. En 1977, c'est un contexte personnel en fait. C'est le contexte plutôt de Sam Peckinpah plutôt qu'un vrai contexte historique.
C'est un réalisateur qui est considéré comme violent, qui est considéré comme incontrôlable et qui a de plus en plus de mal à financer ses films. Et il se trouve qu'un producteur allemand de films érotiques a le projet de porter à l'écran un roman sur la Seconde Guerre mondiale, va proposer ce projet à Sam Peckinpah. Un financement britannique va s'y ajouter, donc le film se déroule de cette manière-là. Les destinataires, ce sont plutôt les Européens, parce que Sam Peckinpah demande aux spectateurs de s'identifier à un Allemand, donc à un nazi, sur le front russe, ce qui est rarissime. On s'identifie, les filles nous demandent rarement de faire ça. Les faits sont en très grande partie réels, donc c'est un document fiable, avec des armes aussi dont les spécialistes disent qu'elles sont vraiment très spécifiques au front de l'Est. Et puis, l'intérêt à la fois de montrer cette identification originale à un Allemand, et puis de montrer un héros qui n'aime pas la guerre, qui fait la guerre parce qu'il faut bien la faire, mais qui ne souhaite que ça se termine le plus vite possible. Alors, l'extrait que je vais vous montrer va vous permettre de voir une image en double vitesse, c'est-à-dire que vous allez voir à peu près au bout d'une minute, vous allez voir les tireurs qui tirent à vitesse normale, mais les tués ou les blessés qui tombent au ralenti. Certains ont estimé que c'était un choix esthétisant, donc louche, de Sam Peckinpah, mais lui il l'explique comme la volonté de montrer les conséquences de la guerre sur les corps des combattants et donc l'impact des balles, donc pas de manière gratuite mais volontairement. Et puis ensuite vous verrez des arrêts sur image dont je vous reparlerai puisque c'est à l'extrême fin de l'extrait. Et puis j'attire aussi votre attention sur la comptine que vous allez entendre, qui est une comptine très connue en Allemagne, qui date du 19e siècle et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui quitte sa maison et qui revient dans la peau d'un homme. Et donc, vous allez voir ces voix d'enfants sur des images de guerre. Donc, je vous laisse regarder l'extrait de Croix. Alors, les arrêts sur images que l'on voit donc à la fin du film sont très étonnants dans un film de guerre. Ils interviennent au moment où justement commence la comptine et l'arrêt sur image se fait sur le gradé qui crie des ordres, sur le deuxième personnage qui n'arrive pas à mettre son casque, est très maladroit, et en fait dans l'histoire du film, c'est un aristocrate prussien qui a demandé à être envoyé sur le front de l'Est pour obtenir la croix de fer. Donc c'est ça l'origine du titre. Qui est très maladroit. C'est pas du tout un bon soldat, mais il veut la croix de fer. Ensuite, vous avez ce gros plan sur l'enfant, l'image arrêtée sur l'enfant, qui évidemment symbolise les jeunes qui ont participé au combat du côté allemand, du côté soviétique aussi du reste, et qui a un visage, enfin un regard qui n'est pas un regard d'enfant, qui n'est pas un regard effrayé, enfin c'est un regard qui fait assez froid dans le dos. Et puis le dernier arrêt sur image, c'est le héros du film qui est nihiliste, qui fait la guerre, dont la préoccupation est de sauver le plus possible les hommes qui sont sous ses ordres puisqu'il est caporal, mais qui n'est pas du tout un militariste. Donc ce travail sur l'image, je pense, sans entrer dans une technique énorme, puisque ce ne sont pas des élèves qui font spécialement une option cinéma ou une spécialité cinéma, mais il faut qu'ils se rendent compte que ça apporte quelque chose à la source et que c'est un élément qui est à prendre en compte. Alors, j'arrive pour finir aux évolutions techniques et les apports pour la source historique. Et donc, je ne pouvais pas manquer de faire une comparaison entre deux films qui vont parler du même événement, qui est le débarquement à Omaha Beach, Le jour le plus long et Il faut sauver le soldat Ryan. Alors, Le jour le plus long, c'est un film de guerre, donc Deuxième Guerre mondiale, l'autre aussi évidemment. Ça concerne les troisièmes, les terminales générales et technologiques. La source, c'est le livre de Cornelius Ryan, qui est un correspondant de guerre. Les réalisateurs, alors, sont très très nombreux.
pour ce film, il y en a 5. Et les scènes de débarquement que vous allez voir ont été tournées par Andrew Marton, qui est le spécialiste des scènes d'action à Hollywood. C'est lui qui a tourné la course de chars de Ben-Hur. C'est un film qui date de 1962, qui est un des films à grand spectacle de cette époque, qui avait pour but de lutter contre la concurrence de la télévision qui apparaissait de plus en plus. Le destinataire, ben, c'est en fait le monde entier, parce que dans ce film, il y a énormément de vedettes, y compris des vedettes françaises, évidemment américaines, anglaises, mais y compris françaises. Le document est particulièrement fiable. Il y avait 37 conseillers militaires. Daryl Zanuck, qui est un des principaux réalisateurs, est ami avec Eisenhower, ami avec Lord Mountbatten, donc il a eu une aide militaire considérable. Les hommes que vous allez voir pour le débarquement, ce sont les réservistes de l'armée irlandaise. Et la reconstitution est scrupuleuse. Il n'y a aucune psychologie. C'est vraiment montrer comment s'est déroulée étape après étape l'opération Overlord. Donc je vous laisse regarder cet extrait du jour le plus long. Un film qui est en noir et blanc, alors qu'évidemment la couleur existe en 1962. Donc il y a une volonté de revenir vers un film historique. La caméra est sur l'épaule en grande partie. Ce qui est intéressant, c'est que le son ressemble beaucoup au son de la Première Guerre mondiale. C'est beaucoup des tirs, des bombardements. Et j'insiste là-dessus parce que vous allez voir maintenant avec Il faut sauver le soldat Ryan, qui est un film qui a fait date dans la manière de tourner les films de guerre. On tourne plus les films de guerre de la même manière depuis. Vous allez voir que les sons sont beaucoup plus complexes et bien différents. Alors, je vous présente ce film. Donc, c'est aussi un film de la Seconde Guerre mondiale qui est inspiré d'une histoire réelle, puisque l'idée de ramener le dernier d'une famille décimée, c'est authentique dans l'armée américaine. L'auteur, c'est Steven Spielberg, qui a tourné de nombreux films sur la Seconde Guerre mondiale. En 1998, en fait, les années 90 sont des années une décennie historique pour Steven Spielberg, puisque il tourne la liste de Schindler. Il crée la fondation pour la collecte des témoignages sur la Shoah. Il tourne Amistad sur l'esclavage, qui n'a pas été bien reçu, mais qui est quand même un film historique. Et puis Jurassic Park, qu'on peut aussi, en tirant beaucoup par les cheveux, mettre dans les films historiques. Donc voilà, il a une décennie historique. Destinataire, ben, c'est évidemment le public américain. Il dit s'être inspiré des photos de Robert Capa pour tourner le film. Il a eu évidemment des conseillers militaires et c'est encore l'armée irlandaise, comme pour Le jour le plus long, qui prête son concours à la figuration. J'attire votre œil, mais vous le verrez, sur le fait qu'il y a, c'est un peu glauque comme détail, mais il a fait appel à des vrais mutilés pour les blessures. Et c'est un film mémoriel, puisqu'il débute et il finit au cimetière de Colville. Donc c'est un film mémoriel. Je vous propose de le regarder jusqu'au moment, parce qu'après ça n'apporte plus grand-chose, jusqu'au moment où le capitaine Miller entend à nouveau les bruits de la guerre. Voilà, quand le soldat lui parle à nouveau. Et je vous laisse donc regarder cet extrait d'Il faut sauver le soldat Ryan. On trouve des points communs. On a le point de vue américain, on a le point de vue allemand, on est derrière les tireurs aussi, donc on a le point de vue allemand. On est dans les barges de débarquement, mais on voit aussi que c'est complètement différent et que la différence ne se joue pas uniquement sur le fait que le film soit d'un côté en noir et blanc et de l'autre côté en couleur, même si ça permet de s'apercevoir que la mer est rouge sang, mais on a beaucoup plus de façons de mourir, si j'ose dire. C'est-à-dire que on a les tirs, on a les bombardements, on a les soldats qui meurent sous l'eau parce qu'ils sont touchés par des balles, on a des soldats qui meurent noyés
portés, enfin, qui s'enfoncent sous le poids de leur armement. On a des barges qui s'enflamment sous les bombardements. On a des soldats qui portent des lance-flammes et qui s'enflamment aussi. Donc, on a une vision plus globale des façons de mourir à la guerre, donc plus de violence. En même temps, on a la caméra immersive, un petit peu, enfin même beaucoup, comme dans Platoon, c'est-à-dire que on est avec ce soldat qui saute de la barge pour ne pas mourir, qui se retrouve sous l'eau, puis la tête hors de l'eau, puis sous l'eau à nouveau, puis la tête hors de l'eau. On comprend et on est nous-mêmes saisis de privation d'ouïe quand à cause des bombardements, donc on est exactement dans le même cas que le capitaine Miller qui n'entend plus rien. Donc c'est un film qui montre la violence, permet de s'identifier à ce qui se passe, beaucoup plus que Le jour le plus long qui nous laisse quand même un peu à l'extérieur. On est vraiment spectateur dans Le jour le plus long, alors que dans Il faut sauver le soldat Ryan, on est dans le débarquement. Donc c'est tout à fait remarquable. La dernière évolution, enfin le dernier exemple d'évolution technique dont je voulais vous parler, c'est le travail en numérique pour réaliser un faux documentaire. Alors, ça nous renvoie à l'interrogation de départ qui était est-ce qu'un film de fiction est une source historique fiable, présentable pour les élèves, ou bien est-ce qu'il ne faut travailler que sur des documentaires et des reportages? Et donc, je vous donne l'exemple du film de Brian De Palma qui s'appelle Redacted. Donc, c'est un film qui concerne la guerre en Irak. Alors, ça va concerner les troisièmes, les terminales générales et puis les terminales spécialité géopolitique. La source est originale puisque Brian De Palma a utilisé des blogs de soldats, des livres, des films amateurs postés sur vidéo, sur YouTube, des caméras de surveillance. En fait, il a utilisé tout ce qui échappait à la censure. D'où le titre du film Redacted, c'est ce que la censure laisse passer quand il n'y a pas d'informations militaires ou personnelles. Et donc, ce que Brian De Palma a voulu montrer, c'est euh, tout, tout ce que la guerre produit comme images, mais qui sont cachées par la censure. Alors, ce ne sont pas des images réelles, hein, c'est quand même de la fiction. Il a tout retourné, mais il a retourné avec des acteurs qui ne sont pas connus, sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais il a tourné comme dans des reportages ou comme dans des images réellement de guerre. Alors, le film sort en 2007. On ne peut s'empêcher de penser au scandale d'Abu Ghraib qui a éclaté en 2003-2004, qui très très probablement l'a inspiré. Le destinataire, c'était le public américain qui n'a pas bien pris l'image que Brian De Palma donne de l'armée américaine parce que en montrant ce qui est censuré, ben, il va montrer notamment des enlèvements, des attentats suicides, des viols, qui évidemment ne donnent pas une bonne image de l'armée américaine. Et puis, vous aurez une musique, ce qui va nous permettre aussi de parler musique, qui est la sarabande de Handel. Donc, je vous laisse, c'est la bande-annonce hein, du film Redacted que je vous laisse regarder. Alors, donc, vous avez vu cette image donne vraiment une impression d'image de l'armée avec le début tourné de nuit, avec la précision sur l'écran embedded, comme si c'était évidemment de vrais journalistes. Et puis le deuxième extrait, en fait ce film est un patchwork, hein, comme vous l'avez vu, sans liaison entre les différentes actions. Et dans le deuxième la deuxième partie de cette bande-annonce, au checkpoint, vous avez eu la voix un peu neutre d'une femme qui est censée être une journaliste, une reporter, qui explique l'importance de ce checkpoint.
avec donc cette sarabande de Handel qui fait penser évidemment à Barry Lyndon, qui a peut-être pour but de dramatiser, peut-être pour but de dénoncer les musiques qui sont parfois mises sur des reportages de guerre et qui ne collent pas bien avec l'image, mais voilà, cette musique dérange, je trouve, par rapport à la scène, par rapport à l'action, par rapport à l'image que l'on voit. Alors, en conclusion, on peut utiliser des films comme source historique, j'espère vous en avoir convaincu, mais je ne vais pas vous faire croire que tous les films de guerre sont utilisables comme source devant les élèves. Alors, je vous ai choisi deux exemples. D'abord, Apocalypse Now, qui évoque la guerre du Vietnam, mais qui est une métaphore sur la guerre en général et pas sur la guerre au Vietnam en particulier, et donc qui peut être utilisable pour réfléchir sur la guerre, mais alors je pense plutôt avec des élèves de terminale, alors soit en spécialité géopolitique, soit même en spécialité humanité, parce qu'ils ont un thème sur guerre et violence. Et donc, ce film pourrait tout à fait s'intégrer dans cette idée-là de métaphore de la guerre. Alors, c'est évidemment tiré du livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. L'extrait que je vous ai choisi, ben, c'est un des deux extraits les plus connus. C'est celui de l'attaque d'un village vietnamien dans le but de dégager une plage qui a été repérée par le lieutenant-colonel Kilgore pour faire tranquillement du surf, puisque c'est une plage, un spot de surf particulièrement intéressant. Et donc, cette attaque se fait au son de la chevauchée des Valkyries. Donc, je vous laisse regarder à la fois le son, enfin, écouter le son, regarder l'image, constater que l'attaque colle parfaitement avec la bande son et rend à la fois l'impression de folie, de violence. Enfin, c'est vraiment un film intéressant à montrer aux élèves, même si ça n'est pas une source directement utilisable. Donc, je vous laisse regarder cet extrait que vous connaissez. Parce que tous les films de guerre ne sont pas non plus des sources historiques, le cas de Gladiator. Alors Gladiator, c'est un film qui a été réalisé par Ridley Scott en 2000, qui est un film très très divertissant, mais qui pose un certain nombre de problèmes historiques. Le principal, c'est la représentation qui est faite des Germains. La base qui a été choisie pour la description des Germains, c'est Tacite. C'est le livre 2 des Annales. On nous présente les Germains comme n'ayant pas de cuirasse, pas de casque, pas de bouclier. Ils n'ont ni cuir ni fer. Ils ont des armes en bois qui sont durcies au feu. Ils sont effroyables d'aspect. Le problème, c'est que Tacite, c'est à l'époque de Germanicus, donc au début du 1er siècle, mais que l'action de Gladiator, elle est censée se passer à l'époque de Marc Aurèle, à la fin du 1er siècle. Il y a eu d'autres écrivains qui ont décrit, alors Marc Aurèle, c'est les Marcomannes, il s'est battu contre les Marcomannes. Il y a eu d'autres écrivains, par exemple Dion Cassius, mais qui n'ont pas été utilisés. Donc ça pose deux problèmes. Le problème d'une source qui est datée par rapport à la date à laquelle est censée se représenter l'action du film. Et puis, c'est quand même difficile à croire que des historiens n'aient pas, depuis Tacite, travaillé sur les peuples germains face aux Romains, la description des Germains, et donc qu'on n'ait pas eu un renouvellement de l'image de Germain, autrement que comme des barbares hirsutes, très grands, barbus, échevelés, vêtus de peau de bête. Donc on peut aussi montrer aux élèves, notamment les extraits de Tacite sont courts, hein, ce sont, si ça vous intéresse, c'est les paragraphes 13 et 14. Donc c'est très court et on peut leur montrer, donc ça concerne
les sixièmes, ça concerne les secondes, et ça peut aussi concerner les premières spécialités en géopolitique, puisqu'on a l'étude du LIMES. Et en leur montrant, enfin en leur mettant entre les mains les extraits des annales de Tacite, une petite frise chronologique, leur faire comprendre que ah, ça fonctionne pas. Leur faire comprendre, je vais vous régler ça tout de suite, que, que tout ça est faux. Alors attendez, je le relance, je vous le mets dans le chat. Voilà. Donc par ailleurs, c'est un film divertissant, mais voilà, on peut aussi leur montrer que tous les films de guerre ne sont pas des films irréprochables d'un point de vue historique, et que on peut aussi avoir un œil critique. Il faut aussi avoir un œil critique sur, sur ces films. Voilà. Donc je vous laisse regarder le déchaînement des feux de l'enfer, puisque c'est ainsi qu'est lancée l'attaque. Et vous signalez d'ailleurs qu'il y a un film, alors j'ai pas noté l'année, mais La chute de l'Empire romain, qui date des années 70, qui représente exactement la même chose, Marc Aurèle contre les Marcomanns, et où les Germains sont représentés exactement de la même façon. Donc il n'y a pas eu d'évolution entre la chute de l'Empire romain et Gladiator. Donc c'est un petit peu dommage. La chute Evelyne, si tu veux conclure. D'accord, ben voilà, je pense qu'on n'utilise pas assez les films. Alors évidemment, on a un problème de temps, hein, on est tous là-dessus. Il faut du temps pour présenter ça. Il faut du temps pour initier les élèves à la vision des films, pour habituer leur œil, puisqu'ils ne le regardent pas sous cet angle-là. Mais je crois qu'il faut pas hésiter à prendre du temps, de temps en temps, pour faire les choses correctement. Ça peut les amener à voir le film en entier, parce qu'on peut pas leur présenter souvent les films en entier. Et je trouve que, oui, il y a aussi les jeux de simulation, effectivement, je vois sur le chat, il y a effectivement des films qui commencent à utiliser les vidéos de simulation. Et effectivement, que les élèves connaissent mieux. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de faire des parallèles avec euh, les, les vidéos de simulation de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et puis les films. Ça serait une piste intéressante, effectivement, une autre manière de leur présenter les guerres, notamment la première, la deuxième guerre, dont ils ont l'impression qu'on leur raconte un peu toujours la même chose. Et il faut pas utiliser à travailler sur les films, pas juste à les utiliser comme illustration, même si on le fait tous, hein, mais leur montrer que c'est une vraie source. Ça prend pas beaucoup plus de temps, et je trouve que ça les initie à regarder les films autrement, et puis peut-être à aller au cinéma dès que nous aurons une vie normale et que nous pourrons retourner au cinéma. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne. Merci pour cette intervention qui donne aussi beaucoup de pistes, effectivement.
Le temps, on en a un petit peu cette année avec la suppression de certaines épreuves, donc on va essayer d'en profiter. Merci à tous pour votre participation. J'espère que les idées vont germer, que nos élèves vont pouvoir en profiter. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à jeudi, si vous êtes d'accord. Merci en tout cas.